monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 14 décembre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé ce dimanche la loi de finances de l'année 2026 au siège de la présidence de la République. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche également une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Reportage dans cette édition sur le nouveau code de la route, un projet qui propose des mesures rigoureuses susceptibles de réduire le nombre important des accidents enregistrés sur nos routes. Il s'agit notamment de responsabiliser les usagers, y compris les piétons, en proposant également un accès plus strict au permis de conduire. Et si vous êtes à court d'idées pour la destination de vos prochaines vacances d'hiver, le sud du pays offre une véritable palette de choix. Notre caméra a exploré pour vous la région de Timimoun. Reportage au cœur de l'Oasis Rouge à la fin du journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Je disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé ce dimanche la loi de finances de l'année 2026. Et le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Et le président de la République, donc chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, comme vous pouvez le voir, ce dimanche, une réunion du Conseil des ministres. Et pour plus de détails, nous avons avec nous depuis le siège de la présidence de la République notre envoyée Yasmine Messaoudi. Yasmine, bonsoir. Que doit-on retenir de cette réunion du Conseil des ministres ? Bonsoir Sarah. Effectivement, comme vous venez de le mentionner, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de présider une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers majeurs. Le président de la République a accordé toute l'attention aux retraités en décidant des augmentations de 10% pour ceux dont le revenu est inférieur ou égal à 20 000 dinars et de 5% pour ceux dont le revenu dépasse les 20 000 dinars. Ces augmentations s'ajoutent à l'effet des augmentations précédentes du salaire national minimum garanti. Le président de la République a insisté et donné des instructions fermes pour qu'aucune opération de démolition des constructions illicites ne soit exécutée durant la saison hivernale. Le président de la République a instruit par ailleurs les ministres de l'Agriculture et de l'Intérieur pour mettre en place des mécanismes de stockage afin d'éviter toute perte pour les agriculteurs tout en veillant à la stabilité des prix. Yasmine Messaoudi, merci beaucoup pour tous ces détails. Je vous rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis le siège de la présidence de la République. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a présidé ce dimanche la délégation algérienne participant aux travaux du 11e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies qui se tient à Riyad, en Arabie Saoudite. Dans une allocution prononcée lors de la réunion de haut niveau du groupe des amis de l'UNAOC, le secrétaire d'État a plaidé au nom de l'Algérie pour une approche globale fondée principalement sur la coopération et le renforcement des liens culturels, religieux
prestigieux et scientifique entre les peuples et les nations. Il a également passé en revue les efforts déployés par l'Algérie au niveau international pour promouvoir les valeurs du vivre ensemble en paix. Allons à Oum El-Bouaqi, à l'est du pays, marqué par une véritable dynamique dans le domaine de l'investissement industriel, notamment en ce qui a trait aux industries mécaniques. La région s'impose comme un pôle accueillant des projets de production de pièces de rechange automobiles et d'accessoires dans le cadre d'une stratégie visant la diversification du tissu industriel national et la réduction de la facture des importations. Il s'agit aussi de créer de nouveaux emplois et d'augmenter le taux d'intégration, nous dit Walid Yousfi dans ce papier. Regardez. Cette usine, implantée à Ain Melilla, est spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. Après une récente extension, sa capacité de production est montée en flèche, ajoutant à son catalogue des tapis de sol et des équipements d'éclairage pour toutes sortes de véhicules. Nous avions du mal à commercialiser nos produits, mais avec l'encadrement de l'importation par les hautes autorités du pays, notre production a trouvé preneur sur le marché national. Après 17 ans de dépendance à l'importation de filtres de différents types, cette unité locale a vu le jour pour faire face à la demande croissante. Elle affiche aujourd'hui un taux d'intégration de 35% et s'impose comme une référence sur le marché national. Nous produisons 120 types différents de pièces et sommes prêts à aller jusqu'à 1300 à condition d'avoir le foncier industriel requis. Nous fabriquons des pièces de rechange pour différentes marques dont Jetour, Fiat et Chery. Nous avons reçu également des commandes de clients mauritaniens, mais la superficie actuelle de l'usine ne nous permet pas d'y répondre dans les temps impartis. Plusieurs unités industrielles seront mises en service avant la fin de l'année. Elles permettront de créer au moins 400 postes d'emploi. Au-delà des chiffres et des chaînes de production, c'est tout un écosystème industriel qui se met en place. En misant sur la fabrication locale de pièces détachées et le renforcement du tissu de sous-traitance, l'Algérie pose les bases d'une industrie automobile plus intégrée, créatrice de valeur, d'emplois et de savoir-faire durable. On en parle comme l'un des plus grands chantiers stratégiques du pays dans le domaine des infrastructures et du développement économique. Le méga-projet de la ligne ferroviaire Béchar Tindouf Garaj Biled avance à une cadence soutenue. Au total, 45 viaducs ferroviaires ont également été réalisés sur ce tracé stratégique, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026. Sofiane Meknine et Mejda Jahmoun dans ce papier. Regarde. Dans le sud-ouest du pays, la ligne ferroviaire Béchar Tindouf Garaj Biled traverse de nombreuses oueds, généralement asséchées mais susceptibles de se remplir en cas de pluie et provoquer ainsi des crues. Une contrainte naturelle qui a imposé la réalisation de plusieurs ouvrages d'art, dont ce viaduc au-dessus de Oued Dawra. Nous comptons 45 ouvrages d'art sur une longueur de 20 km. Les travaux ont débuté en juillet 2024 et jusqu'en novembre 2025. La réalisation de ce méga pont a, quant à elle, débuté en novembre 2024 pour s'achever en novembre 2025. C'est un projet d'envergure pour lequel d'importants moyens ont été déployés et confiés à des compétences 100% algériennes. L'achèvement des installations d'ingénierie le long de 950 km de la ligne ferroviaire a permis aux entreprises de poser rapidement et efficacement les traverses en béton et les rails. Nous sommes dans les dernières étapes de la pose des rails sur ce tronçon pour ce projet stratégique majeur. Les entreprises en charge des travaux ont doublé le rythme de pose. Dans les projets précédents, nous posions 1 km de rails par jour. Pour celui-ci, nous atteignons entre 2,5 et 3 km par jour. Pour rappel, l'ouverture du tracé permettant aux trains de circuler a nécessité des travaux de creusement des reliefs rocheux au cours desquels plus de 70 tonnes de terre et de roches ont été dégagées pour permettre à ce méga-projet d'atteindre ses objectifs.
Autre secteur stratégique, l'agriculture, avec des modèles réussis d'investissement réalisés grâce au soutien de l'État, qui a permis de transformer des idées en projets productifs et durables. Voyons cet exemple dans la région de Tiout, Naama, avec une exploitation qui combine l'élevage aquacole et la culture de différents types de production agricole, nous dit Milad Hennin. À Tiout, dans la wilaya de Naama, cette exploitation agricole pilote gérée par Boudouaya Al-Habib s'impose désormais comme un véritable modèle de réussite. Sur 26 hectares exploités, 4 sont dédiés à l'oléiculture. Aujourd'hui, nous disposons de 1500 oliviers ainsi que des palmiers, des grenadiers et des vignes. L'exploitation comprend également un élevage de bovins et d'ovins. Nous produisons aussi de l'aliment pour bétail. Au départ, nous avons réhabilité les terres avec nos propres moyens avant de bénéficier du soutien de l'État. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une huilerie au niveau de la wilaya. Si un investisseur en crée une ici, cela pourrait être rentable. Pour développer et améliorer sa production, l'agriculteur s'est lancé dans la pisciculture. Entre autres avantages, l'élevage de 2000 alevins de tilapia rouge lui a permis de remplacer les engrais chimiques par des fertilisants organiques. Notre expérience est réussie à 100%. En 6 mois, les poissons ont atteint le poids attendu de 250 grammes chacun. L'agriculteur a bénéficié d'un accompagnement technique en lui facilitant notamment l'opération d'électrification agricole pour l'introduction de l'irrigation au goutte à goutte, sans oublier l'accompagnement nécessaire à l'intégration de la pisciculture à l'agriculture, mais aussi pour la commercialisation des poissons par la suite. À travers ce type d'initiative, c'est une nouvelle vision de l'agriculture saharienne qui prend forme. En transformant des contraintes climatiques en opportunités, elle contribue durablement au développement du sud du pays. L'actualité nationale, c'est aussi le nouveau code de la route. Nous en parlions en titre d'ailleurs. Un projet qui propose des mesures rigoureuses susceptibles de réduire le nombre important des accidents enregistrés sur nos routes. Il introduit notamment la notion de mise en danger de la vie d'autrui par la conduite dangereuse, une responsabilisation de tous les usagers, notamment les piétons, et un accès plus strict au permis de conduire. Les détails avec Majda Jahmoud dans ce reportage. Regardez. Durant les dernières 48 heures, 13 personnes ont perdu la vie sur la route et près de 400 personnes ont été blessées selon le dernier bilan de la protection civile. De janvier à octobre 2025, plus de 23 000 accidents de la route ont été enregistrés, causant la mort de 3 256 personnes, alors que le nombre de blessés dépasse les 31 000. Des chiffres alarmants qui interpellent sur la nécessité de responsabiliser les usagers de la route. Certains conduisent n'importe comment. J'ai vu des conducteurs avec leur téléphone en main alors qu'ils étaient au volant. Personnellement, j'ai percuté cette voiture. Je sais qu'on compte augmenter les amendes. C'est une très bonne mesure. Déjà que les accidents de moto sont mortels et certains roulent sans casque et sans permis. J'ai vu des chauffeurs de bus doubler et faire des excès de vitesse, mettant en péril la vie des passagers. De mon point de vue, il faut leur réapprendre le code de la route. J'ai lu sur le nouveau code de la route en phase d'étude et je souhaite qu'il soit appliqué et respecté. Actuellement en phase d'étude, le code de la route présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports mise sur un durcissement inédit des sanctions. Une responsabilisation de tous les usagers, y compris les piétons, avec un accès plus strict au permis de conduire. L'objectif de ce projet est de corriger les comportements liés aux infractions graves par un durcissement du cadre légal, non pas pour sanctionner le citoyen, mais pour réduire les risques sur la route. Il prévoit la création d'une plateforme numérique et d'un registre national des infractions afin d'identifier les conducteurs à risque. Le texte revoit également le système de formation des conducteurs, engage la responsabilité des auto-écoles, renforce le contrôle technique des véhicules et encourage le citoyen à signaler un quelconque problème sur la route. La délégation nationale à la sécurité routière travaille de son côté aussi pour stopper l'hécatombe routière.
Nous faisons de la sensibilisation et généralement on le fait avec nos partenaires comme la Sonatrach. Nous avons donc élaboré un arrêté sur le plan national de la formation. Nous avons augmenté le volume horaire de 25 à 30 heures. Nous avons aussi donc introduit certaines matières d'enseignement pour les auto-écoles, à savoir donc l'introduction du secourisme et l'introduction donc de la mécanique et aussi la conduite économique. L'objectif est clair, assurer une meilleure sécurité routière et en faire une responsabilité partagée. Au Maroc, des centaines de familles se retrouvent dans la rue après la vaste opération de démolition et d'expropriation de biens menée par le Marzen, le plus souvent sans préavis ou solution alternative. Une situation qui plonge beaucoup de Marocains dans le désarroi, nous dit Milad Hennin dans ce papier. Au Maroc, faute de place, ces étudiants dorment devant les cités universitaires endurant le froid hivernal. Non loin de là, ce sont des enfants sans défense qui ont élu domicile dans la rue et sont confrontés à tous les dangers. La nuit, on entend les cris des enfants qui sont agressés. Certains n'ont même pas 10 ans et dorment sur des cartons. Ils sont en danger dans la rue, surtout la nuit. Au lieu de leur trouver des abris, le Marzen aggrave la situation en détruisant les logements précaires, poussant des familles entières à errer dans les rues. Nous sommes dans la rue avec nos enfants. Heureusement que nous avons de quoi manger et boire, mais nous n'avons nulle part où dormir la nuit. Nous vivons dans la rue, une famille entière dehors avec des enfants. On voit notre maison devant nous, mais on ne peut plus y accéder. Face à cette situation, le Marzen reste imperturbable et multiplie les opérations de démolition, plongeant la population dans le désarroi. Au Sahara occidental, l'occupant marocain poursuit son pillage des ressources naturelles sahraouies sous couvert de projets d'énergie renouvelable. Selon l'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles, ces installations alimentent les industries qui exploitent illégalement le territoire et renforcent la présence de l'occupant. Walid Yousfi, regardez. Un nouveau rapport international relance le débat autour du Sahara occidental. Publié par le Western Sahara Resource Watch, le document met en lumière une stratégie de spoliation systématique des ressources naturelles du Sahara occidental par le Marzen, qui au même moment développe des projets énergétiques dans les territoires sahraouis occupés. Selon le rapport, ces initiatives chercheraient à donner une légitimité économique à une situation d'occupation et à instaurer la politique du fait accompli sur le terrain. L'organisation internationale estime que ces projets relèveraient d'une stratégie destinée à masquer la réalité d'occupation et à renforcer l'emprise économique du Maroc sur le Sahara occidental. Le rapport évoque également des violations du droit international et rappelle que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et séparés au regard du droit international, conformément aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Le document appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités, soulignant que tout projet énergétique ou toute exploitation des ressources naturelles dans les territoires sahraouis occupés en dehors du cadre des Nations Unies constitue une violation du droit international. Énième violation sioniste de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ce matin encore, des raids aériens et des bombardements d'artillerie ont de nouveau secoué la ville de Rafah et l'est de Khan Younes, au sud de l'enclave. Cette agression vient aggraver la situation humanitaire déjà fragile des familles déplacées, confrontées au froid et aux inondations de leurs tentes. La directrice humanitaire de l'ONG Save the Children a appelé à l'acheminement urgent de l'aide humanitaire. Meïcha Bout. En cette période hivernale, la souffrance des Razaouis est exacerbée. Les tentes et abris de fortune sont pris dans la boue et les flaques d'eau. Reza est touché de plein fouet par une crise humanitaire majeure, aggravée par des conditions météorologiques extrêmes. Le passage de la tempête Byron a provoqué des pluies torrentielles, des inondations massives et des chutes de température mettant en péril la vie de centaines de milliers de déplacés. Nos tentes ont été envahies par les eaux. Nos matelas et nos couvertures sont trempés. Nous ne dormons pas de toute la nuit. Nous la passons à évacuer les eaux de nos tentes. C'est une véritable souffrance.
Comme vous le voyez, même mes vêtements sont trempés. L'eau de pluie s'infiltre dans les tentes déchirées. Le froid, l'humidité et l'absence de chauffage aggravent la situation des familles déjà éprouvées par plus de 2 ans de guerre. L'eau a pénétré dans la tente sous laquelle nous nous abritons à cause des tempêtes. Tous nos vêtements sont complètement mouillés. C'est la misère. Nous ne savons plus quoi faire. On nous a promis des constructions ou au moins des tentes, mais il n'y a rien de tout cela. Regardez comment nous vivons aujourd'hui. Nos enfants sont malades, nos seniors aussi. À Reza, la détresse humanitaire s'intensifie de jour en jour. Les vents violents et les inondations ont emporté ou inondé plus de 27 000 tentes. Au total, plus de 53 000 tentes ont subi des dommages. Au moins 16 personnes sont mortes en 24 heures en raison des intempéries, alors que 11 décès ont été signalés suite à l'effondrement de bâtiments déjà fragilisés par les bombardements. Après les bombardements et la famine, le froid et les pluies torrentielles tuent à Reza. L'ONU et l'UNICEF alertent sur les risques mortels d'hypothermie et la propagation de maladies respiratoires mortelles. Des centaines de milliers de familles déplacées, privées de moyens de survie, affrontent l'hiver sur un blocus permanent, empêchant l'accès de l'aide humanitaire, condamnant les Palestiniens à une mort certaine si l'entité sioniste n'est pas sommée de mettre un terme à sa politique génocidaire. Retour chez nous, si vous êtes à court d'idées pour la destination de vos prochaines vacances d'hiver, le sud du pays offre une véritable palette de choix. Notre caméra a exploré pour vous la région de Timimoun, cette oasis rouge qui se distingue par ses paysages, mais aussi par ses dunes immenses qui semblent défier la verdure des palmeraies, nous dit Meïssa Bouhla dans ce reportage. Située au cœur du Sahara algérien, la région de Timimoun constitue l'un des joyaux naturels du sud algérien, bordée par le Grand Arc occidental, l'un des plus vastes ensembles dunaires au monde. Elle se distingue par la richesse de ses paysages, la hauteur impressionnante de ses dunes et la singularité de son patrimoine. Nous avons ramené des groupes ici, dans les environs de la zone de Rose de Sable, et c'est parti de notre circuit, parce qu'on ne peut pas faire ça pendant le matin, si le soir. Pourquoi le soir? Une partie de temps, on le passe ici pour chercher le Rose de Sable, et une autre partie, c'est vers les dunes pour faire un coucher de soleil. J'étais amoureuse du désert depuis des années, et je ne suis pas déçue. Non, c'est magnifique, c'est très beau les Roses de Sable. Je pense que mes amis seront très contents que je leur apporte un petit souvenir authentique. Ici au cœur de ces étendues dorées s'étend un ancien lit de rivière qui se perd dans l'immensité du désert, donnant naissance à des paysages uniques, notamment dans la région de Timimoun, surnommée la perle du Gourara. Ces parcours attirent les passionnés du désert et les amateurs de grands espaces. À Timimoun, les sables dorés s'étendent à perte de vue, épousant l'horizon et transformant la région en une destination touristique incontournable. J'ai visité la ville de Timimoun à plusieurs reprises. C'est ici que je trouve mon apaisement. Un désert d'une beauté incomparable, des habitants accueillants. Timimoun m'a profondément émerveillée. Le désert qui attire et qui inspire beaucoup de personnes. En tant que poétesse, déjà j'écris beaucoup, نكتب بزاف على الصحراء. واليوم راني هنايا راني حاسة vraiment une sensation vraiment exceptionnelle. Donc تيميمون رانا في تيميمون هذا البلاد الشابة ناسها الكرامة. وأنايا حاجة واحدة نجم نقولها للناس الجيل اللي راه جاي أرواحوا الجزائر. Timimoun se vit comme une expérience à part entière, guidée par la mémoire des lieux et l'émotion des visiteurs. La région affirme son caractère unique au cœur du Sahara algérien. Et avec ce voyage au cœur de la perle du Gourara, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.